Bonjour, je m'appelle Cindy Barquero et je vais vous parler d'un texte de Marina Jaguello qui s'appelle « À quoi sert le langage ?» Le langage, ça sert à communiquer. Mais communiquer, pour les humains, ce n'est pas seulement transmettre de l'information. Une bonne partie de l'information d'ailleurs est implicite, c'est-à-dire absente du message. La parole n'est pas seulement un outil, c'est un exutoire, une forme d'action et un moyen de s'affirmer comme être social. Il est faux de penser que l'usage du langage humain se caractérise par la volonté ou le fait d'apporter de l'information. Noam Chomsky. Le schéma de la communication. Tout acte de communication verbale met en jeu un destinataire qui émet un message en direction d'un destinataire qui peut être absent ou virtuel. Ce message est doté d'un référent, objet du discours. Pour émettre son message, le destinataire fait appel à un code que le destinataire est censé partager. Enfin, la communication exige l'utilisation d'un canal physique, la voix, la page écrite, le geste, etc., servant à établir le contact. À chacun de ces éléments correspond une fonction particulière. Le destinataire est qui émet le message et qui a la fonction expressive ou émotive. Le message a la fonction poétique ou esthétique. Le destinataire, c'est qui reçoit le message et qui a la fonction connotative ou incitative. Le référent ou l'objet du discours, c'est qui a la fonction référentielle. Le code, qui est de partage, il a la fonction métalinguistique. Le canal physique sert à établir les contacts et c'est qui a la fonction fatigue. Le système de la personne. Il s'agit d'un triangle formé pour les trois premières fonctions du schéma de la communication, c'est-à-dire la fonction expressive pour la première personne, la fonction incitative pour la deuxième personne et la référentielle pour la troisième. Dites fonctions sont les trois pôles qu'on peut trouver dans la poésie. Dans le système de la personne, on peut trouver la première personne et la deuxième personne entretiennent une relation exclusive qui relève de l'annonciation et qui exclut la troisième personne. La troisième personne relève de l'énoncé, c'est-à-dire de ce qui est dit. Je et tu ont la particularité de n'avoir d'autre sens que celui qui parle et celui à qui on parle. Je et tu alternent dans les dialogues et pour cette raison sont dites embrayeurs. Je et tu sont les seules véritables personnes. La troisième personne est une non-personne, c'est seulement l'objet du discours et peut être humain, non humain, animé ou inanimé, réel ou imaginaire, n'importe quel mot peut servir de troisième personne. Les fonctions du langage. Le langage a 6 fonctions que l'on verra à continuation. Fonction expressive. La fonction expressive fait appel aux interjections, aux jurons, aux onomatopées et aux formes exclamatives. L'intonation y joue un rôle important pour exprimer les affects, la joie, la colère, la surprise, etc. Des traits non linguistiques tels que la mimique, le geste, l'éthique, l'intensité du débit, les inflexions et les volumes de la voix viennent soutenir et compléter les expressions verbales. Fonction d'incitation. L'impératif, l'évocatif et toutes les formes d'interpellation sont spécifiques de la fonction d'incitation. Ces formes servent à forger les rapports entre les destinataires et les destinataires. Par exemple, sésame, ouvre-toi. Cette fonction fait appel à une catégorie de verbes très particulière, dite verbes performatifs. Ces verbes puisent leur sens dans l'action exercée par le destinataire sur le destinataire. C'est l'action et non les codes qui les fondent. La parole équivaut à un acte. On a affaire à un cérémonial codifié qui n'a de valeur que si l'annonciateur a la qualité pour assumer sa fonction. Par exemple, je vous déclare unis par le lien du mariage. Fonction référentielle. La fonction référentielle permet de parler des réalités extralinguistiques. Peuvent être considérés comme strictement référentiels les énoncés à valeur purement utilitaire, les télégrammes, où chaque mot est porteur d'information, ou encore les textes scientifiques ou techniques, d'où toute intention expressive ou esthétique est vannie. Par exemple, cette mise en garde que l'on peut trouver dans les réserves africaines, les éléphants ont la priorité. Fonction fatigue. Cette fonction assure le maintien du contact entre les locuteurs et le bon fonctionnement du canal de communication.
Cette fonction précède le langage articulé puisque le gazouillis du nouveau-né lui sert à établir le contact avec son entourage. Et l'on sait que, faute de ces contacts, il cesse de gazouiller. C'est pourquoi il est d'une importance primordiale de parler au bébé pour ne pas compromettre leur développement linguistique, affectif et social. Le langage ayant une fonction de socialisation, le jeu et les contacts sont essentiels et on ne l'est pas sur l'information. Dans la communication dite médiatisée, la radio, les téléphones, etc., il existe des formules stéréotypées qui n'ont d'autre but que de vérifier le circuit. Par exemple, « Allô, vous m'entendez ?» Les discours pédagogiques comportent des interruptions destinées à vérifier que l'attention ne se relâche pas et que la compréhension est assurée. Par exemple, « Vous me suivez ?» Je répète. Enfin, une bonne partie des échanges n'ont d'autre fonction que d'assurer le contact social, parce que le silence, dans quelques situations, est interprété comme une attitude hostile. La règle du jeu veut qu'on parle en société, même pour ne rien dire. Par exemple, quand un silence pesant s'est établi au milieu d'une conversation animée, on dit « un ange passe ». Fonction métalinguistique. Cette fonction est inséparable du langage, car elle se centre sur les codes et son fonctionnement. La fonction relative au code consiste donc à utiliser un langage pour expliquer ce même langage ou un autre. Une bonne partie de l'activité métalinguistique est inconsciente. Elle est consciente au cours de l'apprentissage d'une langue étrangère ou de l'exploration systématique de la langue maternelle. Elle est évidemment inconsciente chez l'enfant qui apprend sa langue maternelle ou chez tout locuteur chaque fois qu'il est amené à faire des choix de paroles, par exemple, jeu de mots, choix de mots justes, pratique des mots croisés, et aussi charade. Fonction poétique. La fonction poétique accorde une importance particulière à l'aspect esthétique du message transmis. La fonction poétique ne se limite pas au champ de la poésie, englobe au contraire toutes les productions verbales, qu'elles soient spontanées ou recherchées, fixées dans une tradition ou éphémère, pourvu qu'on y décèle un agencement du son et du son destiné à attirer l'attention sur la forme du message, quel que soit le contenu ou la visée communicative de celui. L'accent est mis sur le message dont la forme importe autant que le fond. La rime, la métaphore, l'antithèse, les jeux de mots font partie des procédés qui ont une fonction esthétique et qui font que le message comporte plus d'informations que le message lui-même. Cette fonction permet de faire du message un objet esthétique, même de façon minimale. Le niveau de langue, le ton, l'auteur de la voix construisent aussi la fonction poétique d'un message oral. Le jeu est dans le langage. La langue est objet d'amour, de haine parfois, et source de plaisir. Les structures contraignantes de la langue, la norme sociale qui l'impose, viennent contrecarrer chez l'enfant en cours de socialisation la tendance naturelle au jeu, à l'imagination créatrice, car il lui faut apprendre à bien parler pour être compris. Le langage a des règles, mais si l'on ne pouvait prendre aucune liberté avec lui, il ne serait qu'un langage machine. Pour les bébés, la langue n'est que musique, bien qu'acquérant ensuite peu à peu sa valeur utilitaire pour la communication. Le langage reste longtemps un jeu d'exploration. L'incapacité à jouer avec les mots manifeste une carence fondamentale. Le jeu avec les mots, les sonorités et les sons, toute l'activité ludique et poétique qui a pour objet et pour moyen d'expression le langage, constitue une survivance du principe du plaisir. Le jeu est aussi une révolte contre les clichés, la redondance, les stéréotypes et tout ce qui fait que les mots fonctionnent comme des automatismes. Il existe deux types de jeux. Les jeux sur la forme, orale ou écrite, c'est essentiellement la rime, la répétition, l'allitération, l'assonance et le contre-épée. Et les jeux sur le son, c'est le rapprochement inattendu des mots étrangers l'un à l'autre, les allusions, les violations de sens. On les trouve dans la poésie, mais aussi dans les proverbes, les comptines, les formules magiques, etc. Un exemple de jeu sur le son, c'est la phrase de Luard. La terre est bleue comme une orange. En conclusion, un énoncé ne répond pas forcément à une seule fonction. Le plus souvent, plusieurs fonctions se recoupent. La classification se fonde alors sur la fonction dominante. Citons par exemple, quand je dis « aïe », je fais bien appel à la fonction expressive,
mais en même temps, j'informe mon entourage que j'aime mal fonction référentielle. Citons également, quand je vante la valeur d'un produit, je cherche à informer, mais aussi à rendre les messages percutants ou amusants, fonction poétique, tout en essayant d'introduire un comportement, fonction d'incitation. Citons enfin, ce qui sépare la poésie des productions telles que les slogans, c'est la prééminence absolue du poétique sur le référentiel ou l'incitatif. Merci beaucoup.